Chaque année, comme vous le savez, on a un certain nombre de jeunes joueurs qui intègrent la ligue au travers de la draft. On en a même certains qui l'intègrent sans même avoir été draftés, comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Et chaque année, comme vous le savez également, on scrute au peigne fin les performances de ces rookies fraîchement débarqués en NBA pour voir lequel de ces gars sera une future superstar de la ligue et lequel sera élu à la fin de la saison le meilleur rookie de l'année. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Où en sont les principaux candidats au Rookie of the Year ? Quelles sont leurs stats? Quel type de jeu ils pratiquent? Et surtout, qui est pour l'instant le meilleur? Donc asseyez-vous confortablement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et c'est parti! On va d'abord commencer par citer quelques mentions honorables, parce qu'il y a beaucoup de rookies dans cette cuvée qui font une bonne saison, ont un impact positif sur leur équipe, ou montrent un gros potentiel mais ne font pas partie des 4 joueurs que j'ai retenus pour cette vidéo. On peut par exemple citer Franz Wagner du Magic qui est sûrement le plus proche du quatuor de tête et que j'ai pas mal hésité à intégrer à la vidéo, mais je le place finalement 5ème de mon classement. Ayo Dosunmu des Bulls, Chris Duarte des Pacers, Jalen Green des Rockets, Jonathan Kuminga des Warriors, Cam Thomas des Nets, Herbert Jones des Pelicans ou encore Jalen Suggs, lui aussi au Magic. Il y a sûrement encore plein d'autres gars qui mériteraient d'être mentionnés, mais on va pas y passer la vidéo non plus, et on va plutôt s'intéresser aux 4 meilleurs rookies de cette année, dans un ordre non défini, et je vous donnerai mon classement sur ces garçons en fin de vidéo. Et commençons cette analyse par Scottie Barnes, qui a été drafté en 4ème position par les Toronto Raptors. Au moment de sa draft, on parlait surtout d'un joueur brut et physique qui allait pouvoir apporter du côté défensif, mais qui ne serait pas forcément facile à intégrer en attaque, notamment dû à une mécanique de tir lui empêchant d'être efficace en dehors de la raquette, selon le profil établi par le site envergure.co. Finalement, bien que la défense de Scottie fasse toujours partie de ses points forts, son impact offensif est bien plus grand que ce à quoi on s'attendait et il s'intègre parfaitement dans le dispositif offensif de Toronto. Il tourne cette saison à 14,5 points, 7,3 rebonds et 3,2 passes par match. Ses pourcentages sont plutôt corrects, 47,8% au global, en prenant en compte que son pourcentage est légèrement tiré vers le bas par ses 31,1% à 3 points. C'est déjà une belle amélioration par rapport à ses 27,5% à l'université, mais va falloir qu'il progresse encore dans ce domaine pour étoffer son jeu offensif. Il fait partie d'une équipe où il y a déjà plusieurs joueurs qui passent devant lui dans la hiérarchie offensive et qui vont attirer les défenses, ce qui va lui permettre d'avoir un marquage parfois un peu moins strict des défenses adverses qui vont choisir d'axer leur défense sur les Siakam, Van Vliet, Gary Trent Jr. ou encore OG Anunoby. On voit par exemple ici que Siakam reçoit la balle en tête de raquette et que c'est Terry Rozier qui défend sur lui. On voit bien que Bridges est en position pour aider sur le drive et qu'il en oublie son défenseur. Ça permet à Barnes de se faufiler et de scorer sous le panier après une coupe intelligente. C'est pareil sur cette action, Van Vliet prend un écran et élimine les 2 défenseurs avant de driver vers le panier. C'est encore Bridges qui doit s'interposer sur la ligne de drive et Barnes coupe encore une fois au panier vu que son pourcentage à 3 points n'est pas incroyable. Il est servi et peut finir au dunk. Scottie c'est un intérieur et il joue donc parfois des possessions en post-up. C'est encore un peu brut de décoffrage et ça manque un peu de finesse, mais il a déjà quelques moves qui lui permettent de scorer. Quel que soit le côté, son move principal est d'enfoncer son défenseur avant de faire un spin pour revenir dans l'axe du panier et de faire un petit hook de la main droite. On le voit ici le faire du côté gauche du terrain sur Montrezl, mais il le fait également depuis le côté droit, même si c'est un peu moins naturel vu qu'il est droitier et que son bras se retrouve directement contre le défenseur, comme vous pouvez le voir sur cette action contre Miami par exemple. Avec son physique déjà bien développé pour son âge, il est également un bon défenseur sur l'homme. Pour l'instant, son véritable impact défensif n'est pas encore très présent au niveau des statistiques collectives, avec des Raptors qui ont par exemple un meilleur rating défensif lorsqu'il est sur le banc que lorsqu'il est sur le terrain, mais il faut parfois regarder un peu plus loin que les stats, surtout pour un jeune joueur en développement, et on le voit souvent faire du bon travail en défense. Il a une bonne mobilité latérale qui lui permet de tenir face à des joueurs plus petits et rapides que lui, comme ici où il met une pression à Jrue Holiday et le pousse à une perte de balle. Et ensuite, il peut même défendre sur des pivots, comme ici où on le voit face à Vucevic au poste. Vuce arrive à le faire reculer jusqu'à son spot, mais Barnes arrive à rester au contact sans laisser aucun espace pour shooter et défend droit comme un i avec son bras en l'air, ce qui lui permet encore une fois de faire un bon contest et de pousser Vuce à rater son tir. Josh Giddey est un joueur australien qui a été drafté en 6ème position par les Oklahoma City Thunder. Il est un joueur plutôt atypique, un meneur de 2,03 m. C'est un joueur complet et un des plus jeunes joueurs de la ligue. Il fait partie de cette jeune génération de joueurs qui ont une bonne vision de jeu,
qui leur permettent de faire beaucoup de passes décisives, mais qui ont aussi une taille qui leur permet de prendre pas mal de rebonds. Il est du coup un jeune expert des triples-doubles et il en a déjà réalisé 4 cette saison, ce qui le place déjà dans une liste all-time. Bon, on est encore bien loin du record de 26 triples-doubles en une saison de Oscar Robertson. D'ailleurs, je me demande si ce record pourra être cherché parce qu'il est complètement ouf. D'ailleurs, Giddey est tellement jeune qu'il a bien évidemment battu le record de précocité pour un triple-double en enregistrant son tout premier en carrière à seulement 19 ans et 84 jours. Un record qui a pas mal changé de détenteur récemment puisqu'il a été battu 4 fois lors des 5 dernières années, par Lonzo Ball, Markelle Fultz, LaMelo Ball et donc Josh Giddey, alors qu'il n'avait été battu que 2 fois en 38 ans avant cela par Lamar Odom puis LeBron James. Josh Giddey tourne cette année en 12,5 points, 7,8 rebonds et 6,4 passes pour OKC, avec une adresse qu'il faudra améliorer, notamment à 3 points où il shoot avec un mauvais 26,3%, ce qui l'empêche clairement d'avoir un meilleur scoring, sachant que 30% de ses shoots tentés sont des shoots à 3 points. En tant que meneur, comme vous pouvez vous en douter, Josh joue beaucoup de pick and roll, 35% de ses possessions. Il est capable de driver jusqu'au panier, de s'arrêter pour shooter à mi-distance ou encore de scorer avec un flotteur, mais je pense qu'il a encore pas mal de progrès à faire pour vraiment être efficace dans le pick and roll en tant que scoreur. Il score aujourd'hui seulement 0,65 points par possession sur pick and roll, ce qui est vraiment très bas et qu'il place seulement au centile 16,7, ce qui veut dire en gros qu'il est meilleur que seulement 16,7% des joueurs sur pick and roll et que du coup, plus de 80% des joueurs ont de meilleurs stats que lui, et ça fait beaucoup. Pour le moment, et c'est ce à quoi on s'attendait avec Josh, son principal point fort, c'est bien sûr sa vision de jeu et sa distribution de caviar qui sont très intéressantes. Sur pick and roll, bien sûr, il est capable de bien servir son rollman, comme ici où il fixe bien Taj Gibson avant de lâcher le ballon à Derek Favors. Il a aussi déjà la bonne vision du jeu et le talent pour faire des passes compliquées à l'opposé à une main. Ici, on voit que Poeltl flotte un peu trop dans la raquette, du coup Giddey arrive à faire une passe laser dans le corner, ce qui va permettre à Mann d'attaquer le close-out. Ici, sur le pick and roll, les Spurs tentent une prise à 2. Darius Bazley se retrouve complètement seul au milieu de la raquette, mais Giddey est patient et attend de voir comment va réagir la défense. Il voit que Devin Vassell est en train d'aller en aide sur Bazley et que tout son momentum va dans la direction opposée de celle de son joueur. Il fait donc la passe dans le corner pour un shoot ouvert à 3 points. Et la patience est vraiment une bonne caractéristique pour son jeu de passe. Ici encore, on le voit prendre un rebond face aux Suns et remonter pour prendre un shoot à mi-distance. Il est en l'air, en position de shoot, et Ayton est là pour contester. Sauf qu'au dernier moment, il transforme sa passe pour son coéquipier dans la raquette. Ça, c'est vraiment le niveau max de la feinte de tir. Tu peux pas plus feinter que ça. Evan Mobley a été drafté par les Cleveland Cavaliers en 3ème position de la draft et il a grandement participé au changement de dimension des Cavs cette année. Mobley s'en sort très bien avec 14,8 points, 8,1 rebonds, 2,6 passes et 1,7 contre par match. Pour le moment, il a même des pourcentages de shoot plutôt propres puisqu'il tourne à 50% au shoot et ce malgré un mauvais 26,1% à 3 points. Alors bien sûr c'est un intérieur donc ce pourcentage est moins dérangeant que pour Giddey, mais comme les Cavs jouent avec 3 intérieurs et que Mobley est donc parfois dans l'aile, ce serait un vrai plus pour cette équipe et surtout pour ce système s'il pouvait améliorer ce pourcentage. Surtout qu'il a un petit shoot à mi-distance qui, sans être aussi efficace que celui de DeMar DeRozan, commence à être un peu dangereux et on le voit de temps en temps pull-up après son dribble à mi-distance ou en catch and shoot. Mais là où Mobley est le plus efficace dans son jeu d'attaque, c'est au poste bas et dans la raquette. Il a un très bon footwork pour un rookie et il est capable de bien placer ses appuis et de faire plusieurs moves qui lui permettent de scorer de manière plutôt efficace. Pour un joueur de sa taille, il est plutôt fin et on voit parfois que c'est compliqué pour lui de faire bouger son défenseur et c'est là que son très bon footwork intervient parce qu'il arrive à l'aide de ses grandes jambes à forcer des déplacements à son défenseur. Il a même souvent tendance à se créer de l'espace en s'éloignant de son défenseur au lieu de l'enfoncer. Ici, il reçoit la balle dans la raquette mais Poeltl l'empêche de monter en mettant la main sur le ballon. Aussi proche du panier, il aurait pu l'enfoncer pour scorer, mais il préfère faire un spin move en s'éloignant du panier pour faire un hook en dehors de la restricted area. Pareil ici face à Sabonis. Il essaie de l'enfoncer mais n'a pas la puissance et n'arrive du coup pas à se créer d'espace pour shooter avec son épaule et est obligé de se créer de l'espace en reculant et en utilisant son hook qui est très précis. S'il prend des kilos supplémentaires dans les prochaines années, il risque de vraiment faire beaucoup de dégâts en post-up. Mais là où Mobley est le meilleur, c'est bien évidemment en défense, où il est clairement très mature pour son âge. Il est le rookie qui conteste le plus de shoots avec 16,7 par match, ce qui le place même 8ème parmi l'ensemble des joueurs, et sur les shoots qu'il conteste, ses adversaires shootent 4,2% moins bien qu'à leur habitude, ce qui le place à la 11e place de la ligue. Il est également le seul des 4 rookies dont on parle aujourd'hui dont l'équipe a un defensive rating moins bon lorsqu'il est sur le banc que lorsqu'il est sur le terrain, ce qui montre bien son impact dans une équipe qui a d'autres bons défenseurs. Il a une très bonne rapidité latérale et bouge très bien ses pieds, ce qui lui permet de vraiment bien rester devant son joueur.
Ici, il est en ISO sur Damian Lillard et arrive bien à l'orienter, tout en restant devant avant de contrer sa tentative de lay-up. Il est aussi très précieux en aide défensive où il attend toujours le bon moment pour venir surprendre le joueur adverse. Ici par exemple, Peyton Pritchard fait une isolation sur Garland. On voit que Mobley flotte un peu, mais il est encore en position sur son propre joueur. Pritchard fait un spin move et attaque donc le panier. Mobley attend le dernier moment pour venir en aide et contrer Pritchard sans qu'il ne puisse réagir. Et enfin, nous allons parler du numéro 1 de la dernière draft, Cade Cunningham, qui a donc été drafté par les Pistons de Détroit. Cade a le profil rêvé de la plupart des franchises NBA. Un guard de grande taille, capable d'être l'initiateur de l'attaque, l'option numéro 1, un bon scoreur tout en étant capable de créer pour les coéquipiers. Et il était vraiment attendu en NBA comme une superstar capable de changer le visage d'une franchise. Pourtant, le début de saison fut assez compliqué pour lui et il a eu du mal à se mettre en route. Mais ça va beaucoup mieux depuis et on a pu voir par séquence, dans certains matchs, des vrais flashs d'un futur grand, même s'il est encore pas mal inconsistant dans ses performances. Cade est le meilleur scoreur de cette saison parmi les rookies avec 16 points par match, mais sachant qu'il a commencé l'année un peu doucement, il se pourrait que cette moyenne augmente encore d'ici à la fin de la saison. Il ajoute à cela 5,5 rebonds et 5,1 passes. Il a pour le moment du mal à être constant, notamment à 3 points avec seulement 31,9% de réussite, ce qui est clairement pas assez pour un joueur de son calibre et avec ce rôle. Pourtant, il est capable de mettre tout type de 3 points, que ce soit sur des catch and shoot en contre-attaque comme ici, ou que ce soit sur des shoots en sortie de dribble comme ici où il met un joli step back à Bogdanovic. Il va vraiment falloir qu'il règle la mire s'il veut commencer à tirer son équipe vers le haut, parce qu'il prend quand même 6,1 tirs par match à 3 points, et qu'avec ses mauvais pourcentages, ça n'aide pas forcément l'équipe. Comme pour tout joueur dominant qui se respecte, Cade utilise un maximum de ses positions entre le pick and roll et l'isolation. C'est sur pick and roll qu'il va avoir un peu plus tendance à shooter à mi-distance ou à 3 points, prenant le shoot que les défenses lui donnent. On peut voir ici par exemple LaMarcus Aldridge qui est en couverture basse pour l'empêcher d'aller jusqu'au panier, et Cade prend donc le shoot qu'on l'invite à prendre à mi-distance. Cette fois-ci, c'est Whiteside qui défend très bas et Cade en profite pour mettre un 3 points. Avec ce genre de défense, Cade peut vraiment scorer plus s'il améliore ses pourcentages. Comme je l'ai dit, en tant que joueur dominant avec la balle, il opère aussi pas mal en isolation où il peut utiliser sa bonne qualité de drive pour attaquer le panier. On le voit par exemple face à KD faire une feinte de step back suivie d'un crossover, d'un changement de vitesse, avant de bien protéger le ballon avec son corps pour le lay-up. Pareil ici face au Jazz, alors qu'un système est en préparation, Cade voit une bonne ligne de drive et n'hésite pas à crosser son défenseur pour foncer vers le panier. Et il utilise encore une fois très bien son corps pour éviter le contre et déposer la balle avec toucher contre la planche. Cade est aussi un bon passeur. Pas forcément dans des passes flashy ou ultra créatives comme Josh Giddey, mais plus sur des bonnes lectures de jeu pour trouver le coéquipier ouvert, et au final, c'est ça qu'on attend d'un bon passeur. Comme il attire pas mal les défenses en aide lors de ses drives, il fait généralement le bon choix pour trouver le shooter ouvert. Sur cette action, un pick and roll est joué dans l'aile et on voit que le défenseur de Cade est en train de regarder l'action. Cade en profite pour faire une coupe intelligente dans son dos. Il est servi ce qui oblige KD à venir en aide. Il fait un très bon contest et Cade a le réflexe, l'équilibre et la lucidité de trouver le joueur tout seul dans le corner, c'est très fort. Et maintenant, la partie la plus délicate. Classer ses rookies et prédire qui sera le rookie de l'année. C'est pas facile parce qu'ils ont tous des profils différents et en plus de ça, ils jouent tous pour des équipes qui n'ont pas le même niveau et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Giddey et Cunningham jouent dans des équipes un peu cata de fond de classement et prennent des raclées quasiment tous les soirs. Scottie Barnes et Mobley, eux par contre, jouent dans des équipes avec des All-Stars à leur côté et qui jouent pour les playoffs avec des Cavs qui se battent même pour l'avantage du terrain. Alors, est-ce que le classement est vraiment important pour ce trophée? Parce que si on regarde seulement les stats, Cade Cunningham est un peu au-dessus des autres, mais le fait que son équipe soit incapable de gagner et qu'il prenne des valises de points, ça influe forcément sur notre jugement par rapport à un Mobley par exemple, qui est un rouage essentiel d'une des équipes les plus surprenantes de la ligue. Bon, il est temps de se mouiller un peu. Pour le moment, je pense que je mettrais Josh Giddey en 4ème position. C'est un créateur intéressant et il est très agréable à voir jouer, mais je le vois un peu moins fort que les 3 autres. Ensuite, en 3ème, je mettrais Scottie Barnes. Il était longtemps plus haut dans le classement et il est toujours très proche de la seconde place, mais pour moi, il a un petit peu ralenti après un très gros début de saison, alors qu'un autre joueur a eu la trajectoire inverse. Et c'est ce joueur-là que je passe en 2ème position, c'est Cade Cunningham. C'est le seul rookie de ces 4-là qui est l'option numéro 1 de son équipe et qui va être la pierre angulaire de la construction, ce qui est du coup plus compliqué. Il avait mal démarré, mais il est de plus en plus à l'aise et il pourrait finir la saison en force. Vous l'avez donc compris, c'est Evan Mobley que je passe premier de la course au rookie de l'année. Même s'il n'est de loin pas le seul responsable, étant donné que 2 de ses coéquipiers ont été sélectionnés au All-Star Game, mais son arrivée correspond tout de même au changement de style et surtout de mentalité de cette équipe, et il n'y est pas pour rien. Il est déjà très propre en attaque et un défenseur ultra solide, et ça me parle. Il a un petit peu ralenti la cadence ces derniers temps, donc il faudra faire attention à ne pas se faire doubler sur la dernière ligne droite, mais pour le moment, c'est à lui que je donne ma voix.
Et vous alors, c'est quoi votre classement pour le rookie de l'année pour le moment? Voilà donc pour cette analyse de la saison des rookies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.